Bonjour tout le monde. Alors, pour cette dernière séance de cours qui porte sur le concept d'anthropocène, du cours individu et société, j'ai enregistré la séance avec ma présentation PowerPoint parce que je ne savais pas trop quand est-ce que je pourrais vous la présenter. Donc, on va faire ça en vidéo. Donc, je vais vous partager tout de suite mon écran avec le contenu. Essentiellement, ce dont je vais vous parler dans cette dernière séance, c'est en fait vous introduire à en fait, vous conscientiser ou vous faire connaître et comprendre le concept d'anthropocène. Et ça me semblait important dans ce cours individu et société parce que dans le fond, c'est un peu la voie d'avenir de la réflexion sur les interactions entre l'individu et la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce cours d'intro à la sociologie est vraiment construit autour des deux grands concepts centraux là, qui permettent de construire la science sociale qui est la sociologie, c'est-à-dire qui se construit dans les rapports qui vont se nouer entre l'individu et la société. Donc, les concepts de socialisation, d'intégration, tout ce qu'on a vu un peu tout au long de la session, visait à penser ce rapport entre ces deux concepts, l'individu et la société. Mais vous comprenez bien que à la fois l'individu et la société, c'est deux concepts qui sont liés à l'humain et ces interactions entre les humains comme entités isolées et les groupes d'humains. Et en fait, ce que nous amène la notion et le concept d'anthropocène et toute la réflexion qu'on mène actuellement, et puis depuis quand même un certain nombre d'années, sur les impacts environnementaux de l'activité humaine, fait qu'il manque un troisième élément là, dans cette compréhension du monde, qui est l'environnement, ce qui entoure l'humain et les groupes sociaux. Les humains et les groupes sociaux vivent dans un environnement naturel et sont en interaction aussi avec cet environnement. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas assez pris en compte dans la réflexion et dans la recherche, et ce qui amène peut-être les défis sociaux qu'on vit aujourd'hui et qu'on va vivre de plus en plus avec des phénomènes comme les réchauffements climatiques. Donc l'anthropocène est un concept qui a été mis sur la table depuis une dizaine, une vingtaine d'années, pour justement prendre en considération dans le devenir des sociétés humaines, non seulement l'interaction entre l'individu et la société, mais aussi avec son environnement naturel. Donc c'est de ça qu'on va parler dans ce dernier cours pour justement comprendre cet enjeu-là, qui va pas mal structurer tous les années en fait dans lesquelles les années à venir et tout votre avenir en fait, tout ce qu'on va faire dans les années qui s'en viennent. Donc quand on parle d'anthropocène, il y a deux grands axes qui s'opposent. Bien sûr, c'est soit les sociétés vont s'effondrer, soit on va essayer d'arriver à... en fait, l'anthropocène pose un défi à l'humanité en tant qu'humanité. Est-ce qu'on va réussir à le relever ce défi et donc faire une transition, une grande transition vers un monde meilleur et mieux organisé, ou alors on ne va pas y arriver? Et là, ça va être les théories de l'effondrement de notre civilisation occidentale, ce qu'on appelle la collapsologie. Donc, l'avenir est ouvert et ça dépend un petit peu de comment on va agir dans ce nouveau contexte-là. Donc, on aurait pu faire la discussion, malheureusement, on ne peut pas le faire pour les conditions qu'on connaît. Donc, je vais vous l'introduire rapidement. Je vous avais donné un texte pour introduire ce sujet, le texte de Christophe Wolff. En gros, pour résumer un peu le contenu, il part du principe, un petit peu comme je viens de le faire, du contexte dans lequel on vit actuellement, le contexte des crises environnementales, le contexte du besoin qu'émerge justement pour faire face à ces crises, face auxquelles on a l'air comme un petit peu collectivement impuissant. Pour pouvoir les dépasser, eh bien, il faut mettre en place une nouvelle vision du rapport entre les humains et le monde qui l'environne, entre la nature et la culture, et donc de repenser les rapports entre l'humain et la nature. La question centrale du texte, ce à quoi veut répondre le texte, comment on pourrait la formuler de cette manière-là, donc comment la réflexion et la critique qui entoure le concept d'anthropocène, parce que c'est un concept, donc c'est une image mentale qui nous permet de comprendre la réalité, donc ça amène une réflexion, mais ça amène aussi une critique du monde tel qu'il est. Donc, comment cette critique et cette réflexion autour du concept d'anthropocène peuvent déboucher sur des propositions concrètes de transformation de nos sociétés. Donc, passer de la réflexion sur le problème et l'enjeu à l'action transformatrice pour vivre dans un monde meilleur et donc pour faire face aux défis qui collectivement se posent à nous. Donc, on voit un certain nombre de concepts émerger
dans le texte, bien sûr, cette opposition entre nature et culture est intéressante, dans le fond, de prendre cette mesure-là, parce que, dans le fond, ça explique un peu tout l'enjeu. L'enjeu, c'est tout le développement de ce qu'on appelle la modernité, hein, la modernité notamment occidentale, dans laquelle on fonde toute la pensée, toute l'émergence des sciences modernes, la modernité qui émerge au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. C'est construite sur cette opposition entre la nature et la culture, c'est-à-dire que l'humain s'est émancipé de la nature, a domestiqué la nature, a contrôlé la nature, a finalement exploité la nature pour satisfaire ses propres désirs, ses propres besoins et finalement croître en tant que civilisation. Et donc, on a comme conçu l'humain au-dessus de la nature. Jusqu'à présent, l'humain était, dans l'histoire de l'humanité, l'humain était soumis aux lois de la nature, soumis au déterminisme naturel. Il essayait de survivre dans un monde hostile. Et à partir de cette révolution de la modernité, cette révolution scientifique, l'humain est devenu un petit peu le dieu qui contrôle la nature. Donc la nature ne s'impose plus à lui, c'est lui qui s'impose à la nature. Et dans le fond, ce qui est expliqué dans le texte, c'est cette vision des choses-là, cet antagonisme, cette opposition entre nature et culture. C'est ça qui a mené à la grave crise environnementale qu'on vit aujourd'hui. Donc, plutôt que de dissocier les deux, il faudrait les réconcilier et considérer à la fois la nature et la culture, les deux ensemble, parce qu'on ne vit pas juste dans une culture, on vit dans une culture enracinée sur un territoire dont il faut prendre soin. C'est ce que nous enseignent les Premières Nations. Et bien justement, une fois qu'on a fait cette réconciliation-là, on peut concevoir les deux comme un patrimoine et un monde commun. On parle souvent de patrimoine culturel, mais il faut aussi parler de patrimoine naturel, et les deux sont liés. Une culture ne peut pas être déracinée, c'est-à-dire elle ne peut pas croître sans territoire sur lequel elle se développe et avec lequel elle se développe en harmonie. Donc, on ne peut pas développer une culture indépendamment de la nature. Donc ça, c'est une révolution mentale qu'il faut opérer, parce que souvent, on conçoit le développement culturel comme indépendant. Un des exemples de ça, c'est le développement urbain. Les villes. Les villes sont nullement... Il n'y a rien de naturel dans une ville. Tout est artificiel. Tout a été construit et conçu par l'homme. Redesigné, les rues, les maisons, tout est artificiel. Donc la ville, c'est le contrôle total de l'humain sur son environnement. On l'a recréé. On a complètement enlevé tout ce qui était naturel et on a créé un monde artificiel. Là, on est vraiment dans l'opposition. Comment faire pour réintégrer les deux? Ben, c'est ça qu'il faut penser. Donc, dans le texte, l'auteur insiste beaucoup sur le concept de développement durable. J'y reviendrai, je l'expliquerai un petit peu mieux. Et aussi, il finit, et ça me semble très important pour la suite des choses, il finit son texte avec la notion d'utopie et de nouveaux grands récits. Et dans le fond, ça fait un peu le lien avec une des conférences qu'on a eues pendant la semaine de la citoyenneté, celle de Jonathan Durand-Folco, où il finissait avec cette idée du grand récit, justement. Il faut se raconter des histoires communes positives sur nos réalisations, et pas juste nos échecs, mais aussi ce qu'on est capable de faire pour rêver ensemble et construire ensemble un monde meilleur. L'utopie, c'est cette idée-là. L'utopie, c'est ce qu'on voudrait qu'il soit, mais qui n'existe pas encore. L'utopie, c'est ce qui nous fait avancer vers quelque chose de meilleur. C'est ce qui nous met en action pour transformer le monde selon des principes et des valeurs qu'on juge meilleures. Donc, on a besoin de ça, plutôt que d'être dans un discours de « c'est fini, c'est la fin du monde, tout va s'effondrer, puis profitons-en au maximum avant que tout disparaisse ». Soyons sur un discours, voyons ce qu'on est capable de faire, voyons les ressources que nous avons et voyons comment ensemble, en commun, on peut tisser des ponts, tisser des liens avec ceux qui déjà pensent aussi de manière un petit peu plus intégrée la nature et la culture comme les Premières Nations. Puis on avait une excellente conférence de Mélissa Molène-Dupuis pendant la semaine de la citoyenneté exactement sur ce thème-là. Donc, essayons d'apprendre des uns et des autres pour trouver des solutions collectives et construire un monde, c'est vrai, qui devrait être radicalement de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, c'est une note positive, mais c'est aussi un appel à l'action. C'est un appel à la prise de conscience et à l'action. Et c'est un peu ça que je veux faire dans ce cours, dans ce dernier cours, dans le fond, pour comprendre la notion. Donc, de quoi on va parler? Eh bien, justement, on va définir c'est quoi l'anthropocène et on va partir des faits, parce que l'anthropocène, c'est un terme
issu des sciences de la nature, dans le fond, climatologiques et même géologiques. On va avoir la définition, mais ça se base sur un certain nombre de constats, des faits objectivement observables. Je vais vous en nommer quelques-uns. Donc ça, c'est la situation réelle telle que la science l'appréhende aujourd'hui, le constat de l'Anthropocène. Maintenant, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a dépassé finalement ce qu'on appelle le climato-sceptisme, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les voies d'avenir? Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour aller vers un monde meilleur? Et donc là, il y a deux voies d'avenir possibles. Soit on ne fait rien, dans le fond, on reste apathique comme en général on le fait, et on voit l'effondrement de notre civilisation, la collapsologie. Soit on agit, et là, on change complètement de paradigme. Mais pour ça, il ne faut pas juste reproduire le monde tel qu'il est aujourd'hui, il faut véritablement le transformer et opérer ce qu'on appelle une grande transition. Donc, je présenterai ces deux voies possibles. Donc, l'Anthropocène, alors, comment on peut le définir? L'Anthropocène, c'est, en fait, si on prend les mots, là, étymologiquement, ça veut dire l'âge de l'homme ou l'âge de l'humain. Ce serait plus adéquat, moins genré. Donc, c'est l'âge de l'humain, c'est la période, c'est une nouvelle époque vraiment géologique. C'est l'âge de la Terre. Hein. C'est une nouvelle époque où sur la planète, dans le fond, les humains sont la principale source de transformation de tout l'écosystème terrestre. C'est-à-dire qu'il y a, avant l'Anthropocène, il y avait l'Holocène, puis il y a eu d'autres périodes avant, et c'est vraiment conçu comme, on regarde l'histoire de la planète, en fait. Et la planète a vécu différentes étapes dans son évolution. L'Anthropocène, c'est celle que l'on vit actuellement, et les forces de transformation, ce qui amène le changement des conditions de vie sur la planète Terre, c'est l'activité humaine. Et ça a commencé à peu près avec les débuts de la révolution industrielle, donc au milieu du XVIIIe siècle, vers 1750. Donc, quel était, pour le replacer dans une échelle temporelle un peu plus large, la Terre a 4,5 milliards d'années, hein, 4 milliards et demi d'années que la Terre s'est créée, s'est constituée. Elle a vécu différents stades d'évolution, on n'y reviendra pas. L'humain apparaît il y a 2,5 millions d'années. Et ça faisait à peu près 12 000 ans qu'on vivait une ère qu'on a appelée l'Holocène. C'était une ère de stabilisation du climat. Avant, il y avait eu des périodes de grande glaciation, de réchauffement, d'activités sismiques très fortes qui ont amené toutes sortes de bouleversements sur la Terre. Hein. Il y a 65 millions d'années, la disparition des dinosaures qui peuplaient la planète due à un météorite qui a complètement fragmenté toute la surface de la Terre. Donc, il y a eu toutes sortes d'activités, mais depuis 12 000 ans, le climat s'était comme stabilisé. On était sorti de l'ère des grandes glaciations, hein, l'ère de glace, et ce qui avait permis, dans le fond, le développement des civilisations humaines. Jusqu'à présent, l'humain existait, puisque l'humain existe depuis 2,5 millions d'années, hein, l'homme préhistorique. Mais grâce à cette période d'Holocène, avec la stabilisation du climat, il n'était plus obligé de migrer puis de fuir des conditions de vie complètement qui se transformaient, mais a pu commencer à se sédentariser, donc à s'installer, ne plus être nomade, mais c'est le début des villes, et c'est le début des villes justement lié à le début de la domestication de la nature d'une certaine manière, qui est l'agriculture, donc les plantes et la domestication des animaux. Donc c'est à peu près à cette période-là, 7 000, 10 000 ans, que l'humain a commencé à se stabiliser, et donc on voit dans ce cas-là que la stabilisation climatique, le fait que l'écosystème était un peu mieux régulé, moins de grandes variations de température dans le fond, a permis un développement des sociétés humaines. Depuis à peu près 300 ans, là, depuis le milieu du XVIIIe siècle, l'activité humaine, permise par toute cette Holocène finalement, est devenue telle que là maintenant, on rentre à nouveau dans une période de déstabilisation climatique, de changement, de variation. Hein, on parle toujours de réchauffement de la planète, 1,5, 2,5, 2 degrés. Ça va avoir des impacts aussi grands que ce qu'il y avait. Alors, on ne va pas rentrer dans une nouvelle grande glaciation, mais un réchauffement qui peut impacter toutes les conditions de la vie sur Terre. Donc, l'Anthropocène, c'est ce nouvel âge géologique induit par l'activité humaine qui change les conditions de la vie sur Terre.
Alors, comment on peut mesurer ça? Je vous montre toute une série d'indicateurs qui sont des effets justement de la révolution industrielle sur, sur les conditions de vie sur Terre. Donc, il y en a plein, toutes sortes de livres, de textes sur le concept d'anthropocène affichent ces indicateurs, puis on peut les multiplier et multiplier. Là, j'ai pris quelques éléments qui sont tirés d'une conférence faite par une experte là, sur la question. Béatrice Queneau, vous trouverez ça sur Internet, mais dans tous les cas, l'idée, c'est pas tant de voir les thèmes, mais en fait de voir les courbes, les tendances. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux phases, hein, depuis 1750 et depuis 1950. Donc, il y avait une augmentation progressive assez lente, mais augmentation à chaque fois quand on a les chiffres. Donc, que ce soit de la population mondiale, du produit intérieur brut mondial. Bon, les investissements directs étrangers, c'est l'argent qu'on investit pour faire du commerce. La population urbaine, la consommation d'énergie, consommation d'engrais, les barrages, la construction de barrages hydroélectriques, la consommation d'eau, production de papier, transport, télécommunications, tourisme international. Donc, dans le fond, tout ce qu'on voit, là, c'est des indicateurs en termes de développement socio-économique. Eh bien, tout ce qu'on voit, c'est une croissance de tous ces indicateurs, une croissance assez modérée depuis la révolution industrielle, donc l'invention des machines et l'usage d'une nouvelle source d'énergie pour faire marcher des machines et donc augmenter la production de toutes sortes de biens, mais on voit une grande accélération après la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1950. Donc depuis 1950, donc oui, depuis 1750, les premières innovations technologiques avaient enclenché le processus de révolution industrielle, mais ça prend à peu près 200 ans avant d'atteindre son point de production le plus fort et puis aussi des guerres, les deux guerres mondiales. En 1950, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, grande destruction, grand effort de guerre qui a été produit pour développer la machinerie ou développer tout le système de production pour produire des armements. Une fois que la guerre est finie, il faut continuer à faire rouler tous ces équipements-là, non plus pour produire des armes, mais pour produire des biens de consommation massive. C'est ce qu'on va appeler les 30 glorieuses, donc période de forte croissance et de forte production industrielle de toutes sortes. Et là, on voit les indicateurs socio-économiques complètement exploser à partir des années 50. Donc ça, c'est en termes de production industrielle et de développement socio-économique. Et si on regarde le schéma suivant, c'est les impacts que ça a eu sur la Terre, sur le système Terre. Et donc là, on voit une corrélation entre la croissance, donc ce qu'on voyait tout à l'heure en rouge et ce qu'on voit aujourd'hui là maintenant en vert, donc c'est l'évolution sur le système Terre. Et là, c'est donc le dioxyde de carbone, donc le CO2, les émissions de CO2, les émissions d'oxyde nitreux, les émissions de méthane, l'ozone, la température à la surface de la Terre, l'acidification des océans, l'intensification de la pêche et tout ce qui est aquaculture, diminution de la forêt tropicale, la domestication des terres, c'est-à-dire qu'on défriche toujours de nouvelles terres, le recul de la biodiversité. Donc, tous des indicateurs qui vont dans le même sens que la production socio-économique, c'est-à-dire ça se développe, ça augmente, mais ce n'est pas un sens positif pour nous, puisque tout ça veut dire intensification de la pression sur les ressources naturelles et perte de biodiversité, là on le voit, et augmentation de la chaleur et augmentation de tous les gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère et diminution des forêts, donc diminution des capteurs de ce CO2, comme l'acidification des océans. Donc, on voit que toute cette croissance est là aussi la même chose. Depuis les années 50, on voit une accélération. Donc, toute cette croissance industrielle a des impacts environnementaux forts et tous les indicateurs le démontrent. Donc, c'est ça le constat. On ne peut plus le nier. Dans le fond, le débat avec les climato-sceptiques, là, c'est fini avec toutes ces observations-là. L'activité socio-économique, l'augmentation de la production industrielle depuis la révolution industrielle et surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale cause des effets environnementaux qui ont un impact certain sur les conditions de la vie humaine, pas simplement humaine, puisqu'on voit avec la perte de biodiversité, de la vie tout court sur la planète Terre. Donc, une fois qu'on a constaté ça, analysons un petit peu plus. Donc, il y a un phénomène qu'on appelle l'anthropocène. Au cœur de ça,
la révolution industrielle, donc une nouvelle capacité de produire toujours plus dans une idéologie de la croissance en exploitant les ressources naturelles pour augmenter cette production. Alors, quels sont les effets négatifs, si on veut les résumer, majeurs de cette révolution industrielle sur l'environnement? Donc, les changements climatiques induits par les émissions de gaz à effet de serre, donc des gaz qui font que qui sont issus du fait qu'on brûle du pétrole, par exemple, qui montent dans l'atmosphère et qui créent une espèce de serre, en fond, qui empêche à la fois qui empêche la chaleur de sortir de l'espace et donc ça réchauffe la planète. La perte de biodiversité, c'est qu'on voit de plus en plus d'espèces animales, végétales disparaître à cause des changements climatiques. L'acidification des océans, c'est le fait qu'il y a deux grands capteurs de carbone, les forêts et les océans. Les océans captent aussi beaucoup de carbone. Donc, plus on émet de carbone, plus les océans vont en absorber, et en absorbant ce carbone, ils deviennent plus acides, et en s'acidifiant, ça change complètement leur composition, et ça peut tuer des minéraux, comme par exemple les coraux, hein, la disparition de la grande barrière de corail en Australie, mais aussi les conditions de vie des poissons qui vivent dans l'eau. L'augmentation des pollutions, parce que tout ce qu'on produit est rejeté, surtout toute la production de plastique, hein, le nouveau continent en plastique qui flotte dans le Pacifique. Tous ces plastiques produits par l'industrie pétrochimique, donc l'exploitation du pétrole. Le pétrole, on ne s'en sert pas juste pour le brûler dans les voitures, pour faire avancer les voitures ou les machines, mais aussi pour faire du plastique. Et ce plastique-là, il ne se dégrade pas, donc il s'accumule. Mais ce n'est pas juste ça, il y a aussi tous les déchets électroniques. En tout cas, on produit beaucoup de pollution qu'on accumule. Puis je ne parle pas des déchets nucléaires, ça c'est encore une autre histoire, qui sont carrément, on ne peut pas les éliminer. Et la destruction finalement des ressources, que ce soit les ressources naturelles, les ressources renouvelables ou même les ressources non renouvelables, le fait qu'on aille creuser partout pour le gaz de schiste, la fracturation hydraulique, le gaspillage de l'eau. Donc on voit un système général de production et de consommation, parce qu'on produit, parce qu'on consomme, puis la croissance fait qu'on accumule, a des effets délétères, des effets destructeurs sur l'ensemble de notre environnement. Donc, on parle aussi souvent, et ça aussi c'est une observation des scientifiques, ça faisait débat, mais c'est encore maintenant, c'est acquis, on vivrait actuellement la phase de 6e extinction des espèces. Et donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ça a déjà existé, et ça veut dire qu'on peut le comparer pour voir en quoi ça s'accélère. La grande nouveauté, c'est que cette nouvelle phase d'extinction des espèces est d'origine humaine, alors qu'avant, ce n'étaient pas les êtres qui vivaient sur la planète, selon nos hypothèses, qui ont impacté sur le climat, c'était toujours des causes atmosphériques ou sismiques. Donc, mais je le dis rapidement, c'est juste pour le savoir, les 5 grands cycles d'extinction des espèces, c'est en millions d'années, donc il y a 480 millions d'années. Bon, ça, c'est des âges, mais on n'est pas obligé de retenir ces noms-là, mais juste comprendre qu'il y a eu des moments forts de transformation. Donc, il y a 480 millions d'années, peut-être des météorites. En tout cas, il y a eu la Terre a été frappée par des météorites. Quand les météorites frappent la Terre, ça fait de la poussière, ça fait des incendies. Ça fait élever dans l'atmosphère une couche importante de poussière qui cache la lumière du soleil. Et à partir de là, ça refroidit la Terre. À partir du moment où ça se refroidit ou qu'il n'y a plus de lumière du soleil, là, ça tue les végétaux ou les animaux qui pouvaient vivre là. 85% des espèces macroscopiques ont disparu à cette période-là. On le voit, on peut mesurer ça dans les fossiles. Il y a 440 millions d'années, un autre drame qui est aussi causé par un refroidissement, donc sûrement encore des météorites. 60% des espèces disparaissent. C'est réapparu il y a 365 millions d'années. 75% des espèces touchées. La plus grande extinction, c'est il y a 250 millions d'années. 95% des espèces marines et 70% des espèces continentales ont disparu. Et ce serait dû à des activités sismiques, notamment sous-marines, dans des éruptions volcaniques sous-marines qui ont complètement changé l'écosystème marin et terrestre. Il y a 200 millions d'années, 50% de la biodiversité biologique aussi disparaît. Encore des activités sismiques, c'est la phase qui correspond à la fracture de la Pangée. On dit qu'avant cette période-là, avant 200 millions d'années,
il y avait juste un seul continent à peu près sur la planète, puis là, tout s'est fragmenté, puis il y a eu la dérive, la tectonique des plaques, la dérive des continents qui crée à peu près la carte mondiale qu'on voit actuellement. Et donc, ça aussi, ces fractures, ces éruptions volcaniques ont fait beaucoup de dégâts. Puis, bon, la fin du Crétacé, ce n'est pas considéré comme une grande extinction, c'est juste les dinosaures qui disparaissent, mais symboliquement, on en parle aussi beaucoup. Ce que ça veut dire aussi, ça, c'est que, et ça c'est important, c'est pas la Terre qui disparaît avec, avec l'Anthropocène, par exemple, c'est les conditions humaines de la vie sur Terre, c'est nos conditions de vie qu'on est en train de détruire par notre propre activité industrielle. Donc ça s'est déjà vu, puis à chaque fois, mais dans le fond, la Terre a repris, la vie a repris cours sous une autre forme d'espèce. Comme on l'a vu, on a succédé aux dinosaures. Nous, à l'époque des dinosaures, nos ancêtres existaient. Là, on était comme des petits rats. Et puis finalement, on s'est développé. On est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on vivrait aujourd'hui une nouvelle période d'extinction des espèces causée par ces changements des conditions écosystémiques, des conditions de vie sur Terre, causées par l'activité humaine sur la planète. Donc, que faire par rapport à tout ça? Bon, la première voie, c'est ne rien faire. Et donc continuer comme se mettre la tête dans le sable, la stratégie de l'autruche, on pourrait dire, et ce qui mènerait à, finalement, si on continue comme ça, la seule issue, c'est un effondrement de notre mode de vie, de notre civilisation, entre guillemets, industrielle, occidentale, consumériste, extractiviste, on peut mettre plein d'adjectifs, mais cette idée qu'on a développée, donc oui, c'est occidental parce que cette révolution industrielle, cet essor de cette nouvelle manière de s'organiser, naît en Europe, en Angleterre, en Europe continentale, en France, en Allemagne. Donc tout ce développement-là, toute cette manière de faire, basée sur l'utilisation des acquis de la science à des fins économiques pour augmenter la production, pour satisfaire de plus en plus les besoins et donc que la production soit alimentée par un système de consommation et que tout ça soit fondé sur un extractivisme, c'est-à-dire une extraction de la terre, des ressources pour pouvoir transformer tout ça, hein, parce que dans le fond, le pétrole, le gaz, et tous les minerais qu'on utilise pour construire nos villes, construire nos ordinateurs, construire tous les besoins, tous les produits dont on a besoin sont tout extraits de la terre. Hein, dans le fond, tous les plastiques, toutes les ressources sont minérales. Donc, c'est ce modèle-là qui crée toute cette impasse environnementale. Hein. On le dit toujours, vous connaissez ces discours-là, hein, il nous faudrait 3 ou 4 ou 5 planètes là, si tout le monde voulait vivre comme les Nord-Américains, là, avec l'intensité de notre pression sur l'environnement, de nos modes de vie, donc tout ce qu'on consomme, il nous faudrait 4 ou 5 planètes. Donc ça ne fonctionne pas. T'sais. Donc, mais pour changer, il faut prendre conscience et surtout, il faut faire une révolution mentale. Et c'est ça que je disais un petit peu au début du cours avec cette idée du nouveau récit. Il faut sortir de l'idée de progrès continuel, sortir de l'idée qu'on vit un développement constant. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'inventer de nouvelles choses, on peut toujours avoir mieux, on peut toujours avoir plus, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours avoir encore plus de désirs. Donc, dans le fond, demain, j'achèterai une meilleure voiture, je vais changer mon téléphone, un meilleur ordinateur, un appartement plus grand, je voyagerai plus, je vais avoir une augmentation de salaire, je pourrai consommer plus. À ma retraite, je serai plus heureux. Donc, cette idée de progrès, c'est-à-dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui, demain, j'aurai plus qu'aujourd'hui, fondée sur cette idée de croissance absolue. Il faut de la croissance, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de l'année, j'ai produit plus qu'au début de l'année prochaine encore plus qu'avant. Donc, si on n'a pas cette augmentation-là de la production et de la richesse accumulée, on considère qu'on est en dépression. Voilà. En termes économiques, c'est ça qu'on dit. C'est soit la croissance, soit la dépression. Dépression égale crise économique. Crise économique égale problème. Égale, on est dans le rouge. Quand vous regardez les indicateurs à la télévision de la bourse, là, quand ça croît, c'est vert et quand ça descend, c'est rouge. Il n'y a pas plus marquant comme prise de conscience. Donc, croissance égale bien, égale bonheur, égale progrès. Et l'inverse égale malheur, égale retour dans la grotte. Et puis, bon, il faut briser ça. Parce que c'est pas vrai que de continuer. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini de ressources.
c'est un mirage, c'est un rêve, c'est une utopie destructrice. Donc, il faut repenser cette idée-là de progrès, il faut repenser cette idée de développement et il faut en finir et constater qu'il y a des limites à la croissance. Donc, il faut repenser nos manières de vivre et de fonctionner, et surtout nos valeurs et notre vision du monde, et puis la fonder le bonheur sur l'accumulation sans cesse, l'accumulation sans fin de biens matériels. Et c'est ça le mot important, de biens matériels. On peut accumuler autre chose, pas juste du matériel. On peut accumuler de l'amour, on peut accumuler de l'empathie, on peut accumuler toutes sortes de choses, on peut accumuler des amis, mais pas nécessairement des biens. J'y reviendrai. Donc, cette idée-là, la collapsologie, cette espèce de science de l'effondrement, donc qui se développe depuis quelques années, c'est quand même assez récent, s'appuie en fait sur toute une série de constats, comme la prise de conscience de l'Anthropocène d'ailleurs, de constats au niveau international, dans la communauté des États, mais aussi dans la communauté scientifique, sur le fait que notre mode de vie, notre mode de développement a des impasses. Mais on verra qu'on a beau prendre conscience, le problème n'est plus tant dans la prise de conscience, il est dans l'action, le passage de la réflexion à l'action. Mais quand même, les grandes étapes pour voir que c'est enraciné dans l'histoire, les premiers moments où on a commencé au niveau international à écrire des rapports et à faire des constats sur les limites de notre modèle de développement. Ça commence dans les années 70, 1972, le rapport du Club de Rome qui s'intitule « Halte à la croissance ». Là, c'est la première fois qu'au niveau international, au niveau d'une instance quand même assez reconnue qui est le Club de Rome, le club des pays riches, dit dans le fond, mais là, on parlait de croissance démographique, mais les impacts que ça pouvait avoir sur l'environnement, mais il pouvait y avoir des limites. On ne peut pas croître de manière indéfinie sur la planète. C'est la première prise de conscience des limites, finalement, de la planète par rapport à notre développement en tant qu'humanité. 1972, c'est aussi l'année de la première conférence internationale sur l'environnement humain à Stockholm, en Suède, qui est le pays d'où viendra Greta Thunberg par la suite. C'est intéressant de faire ce parallèle-là. Donc, la première conférence des Nations Unies, si on veut, sur ce sujet-là, c'est 72. Donc là, les experts se rassemblent et font le même constat. Notre modèle de développement a des limites. Il faudrait trouver une manière d'améliorer les choses, que développement et environnement puissent être réconciliés et non pas opposés. Et cette réflexion-là sur comment essayer de réconcilier environnement et développement va amener, au milieu des années 80, 1987, au rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, la Commission Brundtland, qui amène le concept de développement durable dont on parlait dans le texte, dont je reparlerai tout à l'heure, donc je ne vais pas le développer. Mais ce concept-là est vu et développé, est amené finalement comme une solution. On va continuer à faire du développement, mais en étant plus respectueux de l'environnement et de l'humain. Bon, après, c'est de voir comment on met en pratique les concepts qu'on avance. 1988, c'est la création du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est une initiative conjointe de l'Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et ils disent il nous faut des chiffres, il nous faut des données, donc tous les tableaux, tous les graphiques que je vous montrais tout à l'heure, pour documenter les changements climatiques, parce que si la science ne nous donne pas des faits concrets, objectifs, irréfutables, au niveau politique, il va toujours y avoir des gens qui vont dire « Ah ben non, c'est pas vrai, ça marche pas », comme on le voit encore aujourd'hui, puis on le voyait très récemment avec l'ancien président des États-Unis, l'agent Orange. Donc là, on crée ce groupe d'experts qui va rendre ces rapports. Je pense qu'on est rendu au 5e ou au 6e rapport du GIEC, donc qui à chaque fois fait état de l'évolution du réchauffement climatique, en fait. Puis chaque rapport est encore plus alarmant que celui d'avant. Donc on voit vraiment maintenant avec le recul, depuis une trentaine d'années, que l'Anthropocène est arrivé. 1992, c'est le sommet de la Terre à Rio. Donc, c'est encore une conférence des Nations Unies sur le climat. On l'a appelé le sommet de la Terre parce qu'on voulait prendre des engagements fermes à Rio. On va en prendre plusieurs, notamment l'agenda 21. C'est de Rio, la Convention sur la protection de la biodiversité, la Convention sur les changements climatiques qui va être mise en place à Kyoto, le protocole de Kyoto. Tout ça émerge de cette conférence de 92 qui mettait en place, qui a amené quand même
92, c'est assez positif parce qu'il y a des outils qui sortent de là, des outils de réglementation internationale qui peuvent amener à limiter l'activité justement économique et les émissions de gaz à effet de serre. C'était justement le protocole de Kyoto, adopté en 97. Donc, il est la suite de ça. Donc, c'est la mise en œuvre d'un accord qui obligeait les États, mais le défi avec Kyoto, c'est que ça obligeait juste les États riches et non pas les États en développement. Mais bon, c'était quand même une avancée parce que c'était eux qui polluaient le plus pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, leurs émissions de CO2. Et ils devaient avoir un certain nombre d'années pour pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, chaque pays avait ses cibles et ses objectifs. Le Canada, par exemple, devait réduire pour 2015 ses émissions de gaz à effet de serre de 5% par rapport à ce qu'il produisait en 90. C'est un petit peu ça l'idée. Finalement, le Canada, au lieu de les réduire de 5%, il les a augmentés de 20% à cause justement de l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta. Et d'ailleurs, le Canada s'est retiré de Kyoto sous l'ère Harper, là, pour arrêter de se faire critiquer par rapport au non-respect de ses engagements. Les États-Unis n'ont jamais ratifié Kyoto, donc ça ne s'appliquait pas à eux. Donc, en tout cas, la Chine n'en était pas. Donc, il y avait quand même plein de limites à ce texte-là, mais quand même, il y avait des avancées qui étaient amenées. 2002, 20 ans après, 10 ans après le sommet de la Terre de Rio, on refait un sommet sur le développement durable, mais là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a une opposition entre les blocs. On est en pleine phase d'essor de la mondialisation néolibérale et donc on ne veut pas trop parler de limitation au développement. Puis il y a une opposition entre les pays du Nord et du Sud. 2009, conférence de Copenhague sur les changements climatiques, c'est les COP, ce qu'on appelle, on est rendu à la COP 25, conférence des parties. Ça, c'est des conférences qui ont lieu depuis 92, où chaque année, les experts se rassemblent pour faire un état des lieux sur la question climatique. Et c'est des moments où on peut mettre en place des textes des lois internationales, en fond plus contraignantes, comme on a essayé de le faire en 2015 à la COP 21 à Paris, avec l'accord de Paris qui vise à contraindre encore plus l'activité des États, puis à prolonger le protocole de Kyoto. Le problème de la conférence de Paris, c'est que le président Trump a été élu juste avant et donc on s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose qui se ferait si les États-Unis n'étaient pas là-dedans, donc ça a pris du retard. Là, on recommence à remettre de l'avant actuellement avec la nouvelle administration américaine des accords, mais je veux revenir sur 2009 Copenhague, parce qu'à Copenhague, conférence qui avait lieu au Danemark, on pensait, conférence des parties, on pensait que les États seraient prêts à faire quelque chose pour agir concrètement sur la question du climat. Puis 2009, c'est important parce qu'on était juste après la dernière grande crise économique, la crise des subprimes aux États-Unis, donc 2008-2009, où il y avait eu un crack économique. On se rendait compte que, oui, il y avait des limitations, puis qu'il fallait faire quelque chose. On voulait investir massivement. Donc là, on voulait justement investir massivement dans une transition verte, comme on disait, changer le système, pas le climat. C'est le slogan des manifestations à Copenhague. Donc, il y a eu beaucoup de mobilisation sociale à Copenhague pour faire pression sur les États pour qu'ils mettent en place des mesures fortes pour lutter contre les changements climatiques. Et il n'y a pas eu d'accord entre les États à Copenhague. Il y a eu beaucoup de manifestations. Et là, ça a créé une brisure, un bris de confiance, dans le fond, entre les gens, les peuples, les gens qui manifestaient, les environnementalistes ou les gens conscientisés avec la problématique environnementale, et les élites politiques qui étaient incapables de mettre en place, de répondre finalement à l'appel des peuples. Et donc, depuis 2009, ça a conduit à une radicalisation du mouvement environnementaliste qui s'est dit, il n'y a plus rien à attendre des États. Ils ne passeront jamais les lois qu'il faut, et donc il faut changer de stratégie d'action. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Donc, ça fait 10 ans là qu'on est dans cette... alors, il continue à y avoir des conférences internationales, il continue à y avoir des négociations pour avoir des textes, mais d'un autre côté, la croissance des émissions de gaz à effet de serre continue. Et donc, on n'arrive pas à un accord, donc des gens essaient de s'auto-organiser. On verra ce que ça peut donner. Donc, il y a quand même une histoire assez longue de cette prise de conscience, près de 50 ans, même si ça ne change pas beaucoup. Alors, pourquoi rien ne change? Donc là, il faut quand même se poser la question, comment ça se fait qu'il y a un constat scientifique de plus en plus établi depuis au moins une trentaine d'années, qu'il y a des tentatives avec des personnes de bonne volonté ou des États de bonne volonté au niveau international de mettre en place des réglementations, mais qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, il y a toutes sortes de théories. Je vais vous amener certains éléments développés par un peu des experts ou des environnementalistes sur cette question. Donc, on peut identifier
cinq grands éléments, cinq grands critères qui amènent qui expliquent peut-être ce blocage, cette inertie, cette incapacité ou cette apathie au changement, cette incapacité à faire le changement nécessaire qui s'impose en fonction du constat. La première, c'est parce que le changement qui s'impose, c'est ça qu'il faut se dire, hein, c'est changer radicalement notre système économique et social. Qu'est-ce que ça signifie? Première chose, on vit dans un système où domine la vision économique du monde. Ce que je vous disais un petit peu au début, puis on peut le résumer par une phrase, l'argent fait le bonheur. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer votre situation, il suffit de gagner plus d'argent. L'argent va vous donner tous les moyens de faire tout ce que vous voulez, de satisfaire vos besoins, mais aussi vos désirs. Et souvent, la ligne est floue entre besoins et désirs. Donc, cette envie d'avoir toujours plus d'argent, cette vision économique de l'activité humaine, je travaille. Pourquoi vous étudiez au cégep? Pas pour avoir... en fait, non, c'est pas vrai. Vous étudiez pour acquérir des connaissances et pour mieux comprendre le monde. Oui, mais aussi pour avoir une job. Puis vous aimeriez avoir une bonne job avec un bon salaire pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et vous avez plein de rêves et de désirs. Hein, vous aimeriez avoir toutes sortes de choses. Donc, vous payez tout un paquet de biens. Et on vit dans une économie, surtout en Amérique du Nord, qui est vraiment orientée sur la consommation, la publicité. On est pris là-dedans tout le temps, on est élevé là-dedans, cette consommation de masse. Donc, c'est dur de s'en extirper. Donc, sortir de cette idée que l'accumulation de richesses va nous apporter nécessairement le bonheur. Ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit à la publicité. Donc, sortir de cette vision économique. Tout n'est pas juste économique dans le monde qui nous entoure. Deuxième élément très difficile à changer, c'est le culte de la croissance. Et nos gouvernements n'arrêtent pas d'en parler. C'est le slogan majeur. Il faut toujours croître, il faut toujours avoir plus. Puis si vous avez une business, que vous avez des actionnaires, ils vont toujours vous faire une pression pour une augmentation des rendements. Si vous placez votre argent dans des REER, vous voulez que vos REER vous donnent plus d'argent pour que quand vous soyez à la retraite, vous ayez encore plus d'argent. Vous achetez une maison, vous ne voulez pas qu'elle perde de la valeur, vous voulez qu'elle en gagne. On est toujours pris avec cette logique-là de la croissance des biens et de la valeur des biens qu'on a accumulés. C'est la dynamique fondamentale du capitalisme, hein, l'accumulation de capital. Cette idéologie-là de la croissance nous amène à ce modèle-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans nos esprits. Puis changer ça, c'est changer cette idéologie-là. Troisième élément, l'importance, la prégnance de l'individualisme dans nos sociétés et la préférence pour le présent. Moi, maintenant, tout de suite, je veux ce que je veux. Donc, dans le fond, se centrer sur soi plutôt que sur la communauté, se centrer sur le présent plutôt que sur le long terme. Et ça aussi, c'est un apprentissage que les Premières Nations nous amènent. Ils disent, chaque fois qu'on va prendre une décision collectivement, il faut la prendre en fonction des intérêts des 7 générations qui vont suivre. Donc, on ne peut pas choisir de faire tel type de développement, tel move, tel geste, telle action collective sans prendre en considération cette génération. Cette génération, c'est loin, là. Hein, c'est une centaine, c'est plus de 150 ans. Donc, chaque décision qu'on prend aujourd'hui, quel impact sera pour ceux qui vivront sur Terre dans 150 ans? Hein, c'est des questions qu'on pourrait se poser avec tous les plans de relance du gouvernement, le 3e lien à Québec, l'exploitation des sables bitumineux, les pipelines, toutes ces affaires qu'on fait actuellement, ces décisions prises au niveau international, quel impact ça aura dans 150 ans? Si on faisait cette réflexion-là, on ne prendrait pas du tout les mêmes décisions qu'on le fait aujourd'hui. Mais on le fait au niveau individuel, préférence pour le présent. Quatrième élément, la foi dans la technologie. La science va nous sauver. C'est-à-dire que tous les défis qu'on a, on va toujours avoir un ingénieur qui va avoir la bonne innovation. Donc là, en ce moment, gaz à effet de serre, pollution, usage des autos. Donc là, auto électrique, Tesla, Elon Musk va changer le monde, puis tout va bien aller. Ça ne va plus sur Terre, fusée, on va coloniser Mars. On va mettre des panneaux pour réfléchir le soleil, on va trouver des nouveaux capteurs. En tout cas, la science et les innovations technologiques vont nous permettre de régler tous nos problèmes. Génie génétique, biogénétique, post-humanité, en tout cas, on peut y aller dans tous les sens. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours dans le même paradigme, dans la même vision des choses. La science moderne va nous sauver de tous les défis de la vie moderne. On pourrait juste éviter d'utiliser trop de voitures, on pourrait limiter les autoroutes, on pourrait limiter les déplacements, faire du transport collectif plutôt que des autos individuelles. Les voitures électriques, c'est très bien,
Mais si on a 8 milliards de voitures électriques, on va avoir le même problème. Qu'est-ce qu'on met dans les... Comment on construit les batteries? Comment on construit comment on accumule l'énergie? Comment on produit l'énergie qu'on accumule dans les batteries? C'est encore de l'extractivisme, c'est encore de l'exploitation des ressources. Donc le modèle en soi est moins polluant à court terme, mais à long terme. Donc, quatrième élément. Et dernier élément, la fragmentation de la communauté internationale. Ça, je l'expliquais dans l'histoire, l'incapacité des États à s'entendre. Il y en a toujours un qui va vouloir essayer de tirer son épingle du jeu. Et donc, on n'arrive pas à s'entendre au niveau international pour régler un problème qu'on a en tant qu'humanité. Donc, si on regarde ces 5 arguments, ces 5 éléments-là, on voit que ce sont des blocages essentiellement culturels pour les 4 premiers. C'est ancré dans notre culture, dans notre manière de voir les choses. L'importance de la vision économique, de la croissance, l'individualisme et la préférence pour le présent, puis la foi dans la technologie, tout ça, c'est de la culture. C'est la culture occidentale moderne. Et l'argument politique, c'est l'incapacité des États et le système interétatique international qui ne permet pas de mettre en place des réglementations qui contraignent les États. Donc, on a un blocage culturel et politique. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce n'est pas un blocage naturel ou quelque chose, c'est quelque chose d'humain, encore une fois. C'est notre culture. Donc, comment on peut changer, et notre système politique. Donc, comment on peut améliorer ou changer notre vision du monde, notre culture, comment on peut s'éduquer différemment pour transformer notre vision du monde, notre croyance dans la croissance, la technologie, l'individualisme, l'argent, et comment on peut mettre en place des mécanismes politiques différents qui permettent d'avoir des actions qui ont un effet concret. Donc, c'est dans ces voies-là qu'il faut réfléchir en termes justement de transition. Donc, ça m'amène à cette idée-là, et c'est ce qui est sur la table depuis un certain nombre d'années, cette idée depuis à peu près 10-15 ans, comment résoudre la crise écologique? Eh bien, il faut changer de paradigme, changer notre manière de concevoir le monde, c'est ce que je viens de dire. Et donc, la grande transition, ça veut dire ça. Changer notre culture, changer notre rapport à la nature et changer notre manière de prendre collectivement des décisions et aussi de nous organiser en tant que société sur un territoire et de reconnecter avec les territoires sur lesquels on vit. Je reviens sur la notion de développement durable parce que ça a été un des éléments mis de l'avant dans les années 80, je vous le disais tout à l'heure, comme une solution pour orienter les politiques publiques et essayer de mieux fonctionner collectivement. Le développement durable, en fait, si vous voulez un schéma pour l'expliquer, c'est la conjonction de 3 éléments. Il faut 3 impératifs. Alors, vous voyez, c'est un compromis, le concept de développement durable. C'est un compromis entre l'économique, le social et l'environnemental. Donc, le développement durable existe s'il est au centre de ces 3 sphères. Donc, la première sphère, c'est la croissance économique. Il faut continuer à avoir de la croissance économique. C'est un peu la limitation qu'on peut amener du concept de développement durable. Il faut continuer à croître. Le deuxième, c'est le développement social, c'est-à-dire qu'il faut faire de la croissance économique, donc continuer à avoir une activité économique, mais que celle-ci se fasse en même temps qu'elle permette un développement social. Donc, on ne peut pas avoir de la croissance économique qui crée des inégalités ou de l'injustice sociale. Il faut que la croissance économique génère des égalités, réduise les inégalités, permette un développement social, l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc, ce n'est pas juste faire produire plus en exploitant les humains, mais produire plus en respectant les humains, en les associant à cette croissance, en leur faisant bénéficier des fruits de cette croissance. Donc, on peut produire plus, mais on utilise justement l'argent de cette production collective pour financer les services de santé, d'éducation, logement social, tout ce qu'on veut. Et troisième élément, on ne peut pas faire de croissance économique, donc d'activité économique sans social, ni sans protection de l'environnement. Donc, il faut qu'à chaque fois, on exploite des ressources naturelles, mais on les gère de manière à permettre un renouvellement durable des ressources. Donc, on va plutôt utiliser des ressources renouvelables plutôt que des ressources non renouvelables. Donc, il faudrait sortir de toute l'énergie fossile et aller vers du renouvelable. Donc, il peut y avoir de développement durable que si les 3 impératifs, croissance économique, développement social et protection environnementale, se font en même temps. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas dire on commence par de la croissance, puis quand on sera assez riche, on se payera un peu de programmes sociaux, puis ensuite on fera un petit peu de protection de l'environnement. Non, ça ne peut pas être par étapes. Il faut que ce soit fait tout ensemble. Et c'est ça le défi, c'est qu'on fait rarement les choses ensemble.
On va toujours dire, on veut aller, les politiques gouvernementales vont énoncer, on a l'objectif du développement durable, on veut aller là, mais pour aller là, il faut commencer par ça, 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 ça. Et donc, on a un défi à mettre en œuvre des vraies politiques de développement durable qui prennent à égale considération ces trois éléments-là. Donc, s'il n'y a pas de développement durable possible, ou si ça va vers une impasse parce que c'est juste un argument politique pour finalement pas agir concrètement, quelles sont les autres alternatives qui peuvent être mises de l'avant pour opérer cette grande transition? Alors là, il y a des propositions plus radicales. Une, c'est la décroissance, et on a eu aussi des conférences là-dessus à la Semaine de la citoyenneté, notamment Yves-Marie Abraham et Serge Mongeau, qui sont un peu les papes de la décroissance ici au Québec. Donc, l'idée de la décroissance, c'est vraiment, il faut arrêter de consommer massivement, trop, on consomme trop, parce que d'ailleurs, on gaspille beaucoup. Donc, il faut arrêter d'accumuler tout un paquet d'affaires. On peut changer nos mentalités, on peut réduire nos besoins et on peut aussi beaucoup réutiliser, recycler. Plutôt que d'aller toujours s'acheter du linge dans les magasins, ben allons s'acheter du linge dans les friperies, réparons, recyclons, réutilisons. Essayons d'avoir un type de comportement moins consumériste, moins axé sur la consommation. Le jour du Boxing Day, là, ou en tout cas, quand c'est la folie de la consommation avant Noël, ben, allez prendre une marche en forêt à la place d'aller dans un magasin et de vous battre pour acheter plein d'affaires. Ça ne sert à rien de renouveler son téléphone tous les ans, gardez-le 5, 6, 10 ans, changez la batterie à la rigueur, mais en tout cas, il y a toutes sortes de pratiques qu'on peut mettre en place pour limiter notre consommation excessive et finalement même décroître. Puis la décroissance n'est pas... Et c'est ça la mentalité, c'est ça qui est difficile avec cette notion-là. Il ne faut plus voir la décroissance comme un échec, je n'ai pas réussi à avoir plus, mais comme un choix, je fais mieux. Donc, pas plus, mieux. Il y a d'autres projets aussi, là je vous en mets deux. Dans le texte, on parle de post-croissance, de société post-croissance, on pourrait parler d'écosocialisme, on pourrait parler de toutes sortes d'autres mouvements qui sont mis de l'avant, ou un retour à l'autogestion, l'auto-organisation locale. Mais cette idée-là, donc, si on veut faire le lien avec l'écosocialisme, c'est que, dans le fond, on prend en considération que l'Anthropocène ou les changements écologiques actuels sont aussi liés à un mode de production. Et c'est le mode de production capitaliste, parce que révolution industrielle et capitalisme vont ensemble, et donc les deux sont liés. Donc on réintègre une critique du mode de production économique dans l'analyse des problèmes qu'on vit actuellement. Donc, la crise écologique et le capitalisme sont liés. Ce n'est pas la Terre qui est menacée, mais notre civilisation industrielle et capitaliste, fondée sur ce système-là. Puis en passant, le capitalisme, ce n'est pas vieux comme le monde. Le capitalisme, ça a 500 ans. Donc, comment reconstruire nos sociétés sur de nouvelles bases qui permettent de faire le lien entre une justice sociale, lutte contre les inégalités, lutte contre l'exploitation des humains, et une justice climatique, respect des territoires et lutte contre l'exploitation des ressources. Comment mettre ces deux principes ensemble pour reconstruire nos modes d'organisation, reconstruire notre manière de produire et de consommer, mais aussi de prendre collectivement des décisions. Comment reconstruire nos communautés, donc peut-être à plus petite échelle, sortir de cette espèce de grande mondialisation du marché mondial, mais nous réorganiser sur une base plus locale, plus communautaire, sur un territoire dont on prend en considération l'importance dans notre patrimoine culturel et naturel, et de faire plus de liens entre nous, puis le slogan, là, plus de liens sociaux, moins de biens à accumuler, le bonheur et l'avenir finalement passent par cette prise en considération d'une nouvelle manière de s'organiser. Donc, pour finir, je vous donne un lien vers un documentaire qui a été fait en 2009. Vous pouvez le voir en ligne. Alors, c'est intéressant parce que justement, ce documentaire a été fait au moment de la conférence de Copenhague dont je vous parlais tout à l'heure, au moment où, et vous allez voir, c'est des grandes personnalités qui sont là-dedans, notamment Gorbatchev, en tout cas, vous verrez, des gens. C'était vraiment un appel aux dirigeants pour leur dire, regardez, là, il faut prendre conscience qu'il faut agir. Ça, c'était en 2009. Puis, il y a un autre documentaire que je n'ai pas pu vous donner. C'est un film, en fait, que vous pouvez voir en salle, ou vous pouvez le trouver, mais je ne l'ai pas trouvé sur Internet, qui s'appelle Anthropocène et qui a été fait en 2018, donc 10 ans après le documentaire que vous verrez là. Si vous pouvez voir ces deux éléments-là, c'est vraiment un bel état des lieux, une belle prise de conscience, puis ça permet de se rendre compte de l'ampleur
des travaux qu'on a à faire aujourd'hui, mais notamment en matière de repenser nos rapports entre individus et société et territoire sur lequel on vit. Et donc, à partir de là, ben, changer nos mentalités et agir différemment. Voilà. Donc, ben, je vous remercie pour m'avoir écouté cette séance-là. J'aurais préféré qu'on puisse la faire ensemble. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, vous pourrez la visionner, vous pourrez la revoir. Et puis, ben, je vous souhaite à tous et toutes une bonne continuation dans vos études, un bon parcours au cégep. Et puis, ben, peut-être au plaisir de vous recroiser dans un autre cours bientôt. Merci beaucoup.